bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi à ma gauche, le rédacteur en chef d'hebdomadaire Investir, Rémi Le Bailly. Bonjour Falco. Et à ma droite, comme d'habitude, Laurent Albi, le président de l'AFAT, de l'Association française de l'analyse technique. Bonjour Falco, bonjour Rémi. Bon, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On va regarder aujourd'hui dans notre émission, comme d'habitude, le CAC 40, on va regarder le S&P, on va regarder aussi le Brent. Et dans le top et le flop, il y aura LVMH. Et dans le focus, on va regarder la croissance des bénéfices du CAC 40 avec Saint-Gobain. Et on va finir l'émission avec l'euro US dollar. Et on va commencer cette émission avec Rémi et le bilan de la semaine. Bon Rémi, tu m'avais dit que tu étais à Berlin cette semaine? Non, j'étais pas à Berlin, mais pour vous faire plaisir, uniquement pour vous faire plaisir, Investir a changé de formule et a changé de format cette semaine. C'est magnifique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le format berlinois. Donc, on voulait faire plaisir à Falco. Donc, Investir est passé à partir de cette semaine en format berlinois. Alors, c'est pas simplement un changement de format, c'est aussi un changement de formule complet d'Investir. Donc, j'ai plus besoin de lunettes en fait. C'est fini maintenant. Vous pouvez lire. Il n'y a plus besoin de lunettes, plus besoin de traduction, plus rien. Vous allez tout comprendre dans Investir, tout maîtriser. Voilà. Super. Donc, on va augmenter nos ventes en Allemagne grâce à vous. Excellent, excellent. Donc, on commence avec le bilan de la semaine. Alors, le bilan de la semaine. Le bilan de la semaine, eh bien, il est pas passionnant, le bilan de la semaine. Il y a une nouvelle hausse. Alors, c'est bien, c'est la 6e semaine consécutive de hausse pour le CAC 40, mais c'est vraiment une petite hausse, plus 0,26%. Alors, il faut relativiser, hein. Donc c'est la 6e semaine consécutive de hausse, ce qui est quand même plutôt bien. Le CAC 40 a monté de 10% depuis l'élection de Donald Trump. Et puis on se rapproche de la barre symbolique des 5000 points, dont Laurent vous parle régulièrement. Donc on est à un niveau important. Alors, on a approché cette barre la semaine dernière. C'est vrai que le début de cette semaine est un petit peu moins brillant puisque le CAC 40 a baissé assez fortement, 0,82% hier, et que ce matin, il était encore en baisse assez nette, mais ça n'a rien de très alarmant compte tenu du très très fort mouvement de hausse auquel on a pu assister donc depuis le mois de novembre. Bon, merci beaucoup Rémi. Donc avec Laurent, on va regarder ensemble le CAC 40 maintenant. Oui Falco, alors le CAC 40, c'est vrai, il patine depuis le début de l'année. Vous le savez, on a eu un mois de décembre extrêmement intéressant où finalement l'indice a sauvé l'année. Et puis depuis le 3 janvier, on est dans une sorte de consolidation latérale. On voit bien qu'il n'y a pas encore de pression vendeuse qui s'exerce sur le marché. En même temps, on a peu d'acheteurs. Peut-être attendent-ils l'intervention de Mario Draghi qui aura lieu jeudi. Peut-être qu'ils attendent l'investiture de Donald Trump. En tout cas, on voit bien qu'on a un marché qui est attentiste sans pour autant avoir une correction prononcée sur les indices européens en général et sur le CAC en particulier. Alors, on va zoomer un petit peu mon graphique que je vous ai préparé aujourd'hui sur le CAC 40. Vous voyez, ça c'est cette bougie du 3 janvier. On a finalement des séances qui se chevauchent les unes les autres. Il n'y a plus de momentum, mais comme Rémi le soulignait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un premier niveau de support à 4818, c'est le tout premier niveau qui devrait générer du soutien de la part des investisseurs et pour le moment on n'est pas encore sur ce niveau. Autrement dit, on peut continuer d'osciller entre 4820 et 4920 sans que ça change, 4820 4900 pardon, sans que ça change grand chose. En revanche, quand on retournera sur ce niveau de soutien, si effectivement on y retourne, là on devrait avoir des opérateurs qui soutiennent le marché. S'ils ne le font pas, attention, il y aura un risque baissier un petit peu plus important qui pourrait ramener l'indice parisien sur les 4746 points, c'est ce niveau de support ici. Alors, en synthèse, on fait du surplace pour le moment sur le CAC. Ceci dit, on reste dans une tendance qui est favorable et c'est pour cette raison que j'ai choisi un turbo call sur le CAC 40 avec une barrière désactivante, vous voyez, sous ce niveau à 4818, à 4800 points. Donc, pour éviter d'être désactivé, si on a un petit repli, le code de ce turbo, Falco, c'est le PU89B.
Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le Turbo Call sur le CAC 40 PU89B. Mais avant d'investir, je voulais vous juste encore rappeler qu'il faut absolument se former avant d'investir. Il faut savoir comment investir parce que c'est des produits à risque, donc vous pouvez perdre tout votre investissement. Vous pouvez vous former sur notre site internet. Il y a www.produitbourse.bnpparibas.fr. Dans la rubrique service, il y a toutes les brochures, toutes les vidéos pour apprendre comment investir avec les turbos, comme celui-ci par exemple, donc le PU89B qui sur le CAC 40 qui est actuellement un levier de 52,94, un prix d'exercice et aussi une barrière désactivante à 4800 et une échéance de 17 mars 2017. Donc c'est un investissement vraiment de court terme avec un très grand levier. Actuellement, il est à vendre pour un prix de 80 centimes pour un CAC 40 ce matin de 4861,84. Bon, ça c'était pour le CAC 40 et on continue notre bilan de la semaine avec Rémi. Oui, on poursuit avec le marché américain maintenant. Alors je me suis intéressé, même si on fait plus l'analyse sur le S&P 500, au Dow Jones, parce que le Dow Jones, comme le CAC 40 d'ailleurs, est tout près d'un seuil symbolique. Le CAC 40, c'est le seuil symbolique des 5000 points, et le Dow Jones, c'est celui des 20 000 points. Je rappelle qu'on l'a frôlé vraiment à quelques fractions en séance le 6 janvier. On était à 19 999 points, mais on n'a pas fait les 20 000 points. Et donc le Dow Jones bute toujours sur cette barrière. La semaine dernière, le marché a été quasiment stable, le marché américain très léger repli, malgré des résultats plutôt encourageants du côté des banques. La période de publication des résultats trimestriels a commencé aux États-Unis, pas encore en Europe. En Europe, on a quelques chiffres d'affaires, on en reparlera tout à l'heure. Mais les États-Unis sont toujours un petit peu plus en avance au niveau comptabilité. Alors c'est aussi parce que les Américains publient des comptes assez provisoires quand ils publient leurs résultats trimestriels, alors qu'en Europe, on préfère donner des comptes plus définitifs. Et donc la semaine dernière, 3 banques américaines publiaient leurs résultats. Bank of America et JP Morgan qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Et en revanche, Wells Fargo qui a publié des résultats un peu décevants, mais Wells Fargo est une situation particulière puisqu'il y a eu des problèmes de comptes un peu fantômes en fin d'année qui a perturbé l'activité de la société. Donc globalement, un tout premier bilan de résultats, mais vraiment très partiel puisqu'on a eu que les banques, plutôt encourageant. On en saura plus cette semaine et surtout la semaine prochaine. On en reparle tout à l'heure dans l'agenda. Merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder pour les US avec Laurent, le S&P. Oui Falco, alors le S&P qui est un petit peu dans la même configuration de court terme que le CAC 40, c'est-à-dire il patine. On voit bien que les cours n'arrivent plus à progresser de manière significative. Regardez, on a cette petite figure ici qui montre que on a une pression acheteuse qui reste présente sur le marché, mais vraiment ce qui serait le déclencheur d'un renouveau de cette pression acheteuse, ça serait le franchissement de cette petite résistance locale et immédiate à 2277 points. Donc on voit bien, regardez que sous ce niveau, on a des opérateurs qui semblent accumuler les actions qui composent le S&P. Il n'y a pas de pression vendeuse. Pour autant, on manque encore de tonus et si effectivement ce niveau était déclenché, alors on pourrait envisager la continuation haussière débutée au début du mois de novembre avec l'élection de Donald Trump. Vous voyez cette très belle impulsion haussière qui depuis s'est mise un petit peu en berne, mais ce n'est qu'une pause dans un mouvement qui devrait donc continuer. Alors dans ce contexte, j'ai choisi Falco un Varan Call de code KR20B. Et vous avez parlé tout à l'heure pour le CAC 40 d'un seuil de protection à surveiller. Est-ce qu'il y a la même chose sur le S&P, puisque je vois sur votre graphique un petit support? Est-ce qu'il faut le surveiller, être plus prudent si jamais on vient à côtoyer cette zone? Je vais répondre à votre question en 2 temps. La nature du produit n'est pas la même, c'est-à-dire qu'un Varan Call n'a pas de barrière désactivante. En revanche, d'un point de vue technique, vous avez raison de souligner qu'il y a ce petit pivot ici à 2333,62 qui est finalement le niveau à partir duquel il y a eu un rebond et à l'intérieur et grâce auquel on est resté en consolidation. Si effectivement 2233 était rompu, alors il y aurait un risque baissier
un tout petit peu plus important, lequel, ça serait de retourner sur ce niveau à 2190. Ceci dit, quand on achète un Varan call, plus on est out of the money, mieux le prix du Varan est. Autrement dit, la stratégie reste la même. On achèterait ce Varan juste moins cher, mais il n'y aurait pas de barrière désactivante comme sur un turbo. Donc c'était le Varan call KR20B sur le S&P 500 qui a actuellement un levier de 17,71, une échéance du 16 juin 2017, un prix d'exercice de 2400 points et actuellement son prix de vente est de 0,25 euros pour un S&P à 2268,46. Donc on a fini avec les US. On se tourne maintenant vers quoi, Rémi, en fait? On va se tourner vers le pétrole pour dire que le Brent, il a tendance à se stabiliser dans la zone des $55 le baril. Alors il y a bien sûr eu le très fort mouvement de hausse en décembre avec l'accord de l'OPEP. Et puis depuis, on a l'impression qu'il fluctue entre 54 et 56 $, ce qui est un niveau qui est quand même plutôt favorable, hein. On aurait parlé de ça il y a un an, quand le pétrole était tombé sous les 30 $. C'était un niveau totalement inespéré. La question, c'est de savoir si on va sortir de cette zone-là. Et peut-être que Laurent va nous apporter une réponse graphique sur ce sujet-là. Excellent, Laurent. Alors, le Brent. Transition toute faite. Alors, effectivement, le Brent, il est un petit peu comme les indices, hein. Il a du mal à repartir de manière vigoureuse à la hausse. Quoique ce matin, on a une belle séance depuis l'ouverture du marché. Je crois que le baril s'échange à 56,48 $. Alors, ce qui est intéressant sur ce Brent, c'est surtout regarder en zoomant le fait qu'on soit sorti de cette grande phase de consolidation, hein. C'est ce qu'on vous répète depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a un petit peu d'hésitation sur les cours actuellement, mais ce qui est important, c'est qu'on était dans une phase de consolidation latérale précédente et que les acheteurs ont été suffisamment déterminés pour extraire les prix de cet intervalle et que maintenant on devrait par conséquent a priori repartir à la hausse. Alors on a un premier niveau de support, il est extrêmement important ce niveau parce que regardez, il a été testé à plusieurs reprises et chaque fois qu'il l'a été, le marché a été très clair, il y a eu un rejet très net, les opérateurs se sont immédiatement et de manière assez vive portés à l'achat et c'est ce qui s'est passé il y a encore quelques jours. On a ici une bougie d'avalement haussier, ceux qui s'y connaissent dans la lexicologie des chandeliers japonais savent ce que ça signifie. C'est simplement que c'est ce rejet dont je parlais et des cours maintenant qui repartent à la hausse. Alors, le premier niveau de résistance, il est ici, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est finalement sur la borne haute du trading range actuel, c'est-à-dire à 58 $. Mais on devrait, a priori, continuer de progresser, dépasser ce niveau et aller vers le niveau des 60 $ dans les prochaines semaines. Donc un Brent qui reste bien orienté, qui devrait continuer sa progression. Et là aussi, j'ai choisi un Varan call, donc Rémi, pas de barrière désactivante, Varan call de code KS33B qui devrait donc nous permettre d'accompagner ce mouvement de hausse Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le Varan call sur le Brent KS33B qui a actuellement un levier de 11,63, qui a une échéance de 25 avril 2017, prix d'exercice de 62 €. Et donc voilà, donc jusqu'à avril, donc c'est court jusqu'au moyen investissement. Et le prix de vente actuellement, c'est de 1,77 € pour un prix de Brent de 57,595 ce matin. On continue avec le top et le flop, Rémi. Bien sûr. Alors Rémi, quels sont les tops et les flops cette semaine? Alors les tops et les flops, d'ailleurs les deux sont assez liés à des changements de recommandations d'analystes. C'est vrai qu'il y a encore pour l'instant, en tout cas pour la semaine dernière, il y avait eu assez peu de publications de résultats ou d'opérations. Alors les opérations, il y a Essilor qui a annoncé une grande opération mais qui n'est pas dans ce palmarès de la semaine. Il sera sûrement dans le palmarès de la semaine prochaine. Donc du côté des tops de la semaine, Nexans tout d'abord qui a gagné plus de 9% la semaine dernière. À la suite d'une recommandation de la Société Générale qui est passée de conserver à acheter, il faut voir que la société est une des très belles recoveries de l'année 2016. Le titre a regagné 46%. Mais le chiffre d'affaires du troisième trimestre publié à l'automne avait un peu inquiété. Il était décevant et les managers avaient reconnu que ce chiffre d'affaires était un peu décevant. Donc le titre avait rebaissé à ce moment-là.
Il a sans doute baissé de façon excessive parce que la société est quand même bien en redressement. Elle va redevenir bénéficiaire en 2016 et les perspectives 2017 sont plutôt bonnes. Donc il y a une réaction plutôt positive sur le titre. Deuxième top, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est Casino qui a là aussi bénéficié d'une recommandation. Là, c'est Bank of America Merrill Lynch qui est passé positif sur le titre. Donc le titre a gagné 7%. La banque américaine estime que Casino est mieux placé que ses concurrents en termes de répartition géographique de ses ventes. Et puis le troisième top, c'est LVMH. Le secteur du luxe qui a été un des meilleurs secteurs en bourse l'année dernière. Hein. On a fait le palmarès à investir sur les valeurs françaises. Le meilleur secteur, c'était de loin les matériaux, les produits de base avec le fantastique redressement du cours d'ArcelorMittal. Mais le deuxième secteur, c'était le luxe biens de consommation, ex aequo avec le pétrole. Donc le secteur a très très bien performé l'année dernière et il continue sur cette lancée en ce début d'année avec LVMH qui a gagné 5,4% la semaine dernière. Très bien. Donc, et quels sont les flops? Du côté des flops, alors le gros flop de la semaine, c'est Technicolor qui a perdu près de 23%, dont une vingtaine de pourcents lors de la seule séance de vendredi. Là, c'est classiquement un profit warning. La société a averti que son activité maison connectée, une activité sur laquelle elle compte beaucoup, une activité où elle a réalisé une acquisition importante auprès de Cisco l'année dernière, eh bien, n'atteindrait pas sur l'année ses objectifs de chiffre d'affaires, que 2017 serait encore une année assez difficile pour cette activité. Et conséquence, la société a lancé un avertissement aussi sur son résultat brut d'exploitation qui sera sensiblement inférieur en 2016 aux attentes du marché et aux attentes aussi que la société avait évoquées. Donc une grosse déception du côté de Technicolor. Autre flop, là ça n'est pas une déception, c'est une société qui a réalisé un très beau parcours l'année dernière. C'est SEB qui a fait une acquisition en Allemagne, acquisition qui a été saluée par le marché. L'année dernière, l'action SEB a gagné 36%. Là, il y a un analyste qui a estimé que c'était peut-être un peu trop, que les perspectives étaient sans doute peut-être un peu moins favorables que ne le pensait le marché, ce qui a fait baisser le titre. Mais les avis sont assez partagés, puisqu'un autre bureau d'analyse, lui, s'est dit que après la baisse, il fallait en profiter pour se renforcer. Donc un sentiment un peu mitigé sur SEB, mais c'est ça qui fait le marché. Hein. Il faut des acheteurs et des vendeurs, donc des bureaux d'analyse positifs et d'autres négatifs. Et puis le troisième flop, c'est Areva. Areva qui a perdu près de 6%. Areva qui a annoncé sa restructuration avec un appel au marché, non pas un appel au marché, une recapitalisation qui sera importante, recapitalisation qui se fera à 4,50 €. Et par la même occasion, il a été annoncé qu'il y aurait une offre publique de retrait pour les titres. Alors ça constitue une toute petite partie du capital, mais il y a des titres qui sont détenus par le public d'Areva. Il y aura une offre publique de retrait et de retrait obligatoire à 4,50 €. Ce sera la fin vraisemblable de l'histoire boursière d'Areva, une histoire boursière qui n'a pas été très favorable pour les actionnaires. Mais pour l'avenir du groupe Areva, je pense que la scission qui a été décidée est sans doute la seule solution viable. Mais effectivement, pour les actionnaires minoritaires, c'est une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Rémi. Donc c'était les tops et les flops. Et dans les tops, on avait LVMH. Effectivement, Laurent. Falco. J'ai choisi LVMH parce que c'est vrai que ce secteur du luxe se comporte très bien, il est en surperformance. Souvenez-vous, on avait parlé ensemble sur ce plateau de Kering et on continue avec LVMH qui présente une structure graphique tout à fait intéressante. Elle est haussière, ça se voit assez facilement à l'écran. On a une moyenne mobile à 50 périodes, autrement dit 2 mois et demi de cotation qui est également haussière et qui accompagne les cours. J'ai tracé une ligne de tendance pour représenter ce mouvement haussier. Et puis, on est surtout sur un titre qui est en train de faire des plus hauts historiques et qui, par conséquent, est extrêmement recherché de la part des investisseurs. Alors, sur LVMH, regardez, on a eu cette très forte progression ces derniers jours. Je ne serais pas étonné de voir une petite consolidation sur les cours. Idéalement, si le titre revenait sur cette zone à 182,70 €, c'est cet ancien sommet.
Vous connaissez tous maintenant le principe de polarité qui dit que lorsqu'une résistance est franchie, elle devient un support potentiel. 182,70, c'est un niveau d'achat extrêmement intéressant avec justement un stop qui serait sous le pivot ici à 175,80. Regardez, ce niveau de prix, c'est celui à partir duquel la tendance haussière s'est remise en place avec donc un stop d'invalidation et une barrière désactivante pour le turbo que j'ai choisi, sous ce niveau à 175,80, puisque Falco, je le dis maintenant, le turbo que j'ai choisi, c'est un turbo infini Best Call de code RJ53B. Merci beaucoup. Donc le Turbo Infini Best Call sur LVMH RJ53B qui a une barrière désactivante et aussi une période d'exercice de 174,0076 actuellement sur LVMH et qui a un levier de 11,27 et un prix de vente actuellement de 1,64 € pour un prix de LVMH de 186,74 €. Et on continue notre émission avec le Focus et Rémi. Alors Rémi, qu'est-ce qu'on a dans le Focus cette semaine? Alors le Focus, on approche de la période de publication des bénéfices du CAC 40. Ce sera d'ailleurs LVMH qui ouvrira le bal dès le 26 janvier, la semaine prochaine. C'est la première société du CAC à publier ses résultats. Et donc on se rend compte qu'il y a une forte attente sur cette publication de bénéfices puisque une croissance des bénéfices est attendue de 12,4% par le consensus des analystes. Et ça en ferait tout bêtement la meilleure année depuis 2010. 2010, les bénéfices avaient progressé, ils s'étaient envolés de 39%. Alors il faut relativiser parce que l'année 2009 qui l'avait précédé était catastrophique. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Et puis ce qui est intéressant de constater, c'est que traditionnellement, les analystes sont optimistes en début d'année. Et puis progressivement, ils revoient leurs prévisions à la baisse. C'est un phénomène qui s'observe très fréquemment. Et là, ça ne s'est pas passé comme ça cette fois-ci. Alors effectivement, en début d'année, ils ont revu leurs prévisions progressivement jusqu'à un point bas au mois de juin. Et depuis juin, ils revoient leurs prévisions à la hausse. Alors il y a eu une première vague de révision qui a eu lieu à l'occasion des publications semestrielles, donc au mois de juillet. Et puis une deuxième vague de révision qui s'est produite pour l'essentiel au moment des publications trimestrielles, donc vers les mois d'octobre-novembre. Donc c'est plutôt positif. On peut constater que par rapport au point bas de juin, les bénéfices du CAC 40 ont été revus de 5% à la hausse. Donc c'est un signal plutôt fort. Autre facteur assez favorable, c'est que tous les mois, on peut mesurer le nombre de sociétés qui ont été revues à la hausse et le nombre de sociétés qui ont été revues à la baisse. Et depuis, sur le dernier trimestre notamment, les résultats revus à la hausse l'emportent nettement en nombre de sociétés sur les résultats revus à la baisse, donc des indicateurs plutôt positifs du côté des résultats donc, qui seront publiés. On commence par LVMH le 26 juillet et l'essentiel des publications auront lieu le 26 janvier, pardon, et l'essentiel des publications auront lieu en février. D'accord. Et donc on s'est livré à un petit exercice à investir, c'est essayer de déterminer les sociétés pour lesquelles les révisions des analystes, pour lesquelles les analystes étaient le plus optimistes. Donc on a trouvé 12 sociétés pour lesquelles il y a des profits attendus en hausse de plus de 10% par rapport à 2015. Alors si vous regardez bien le tableau, il y a 13 lignes. Donc je ne me suis pas trompé. C'est ce que je me posais comme question. Donc c'était justement pour voilà, vous poser exactement la question. Alors la 13e, c'est ArcelorMittal. Alors, la société était déficitaire en 2015 et elle va devenir bénéficiaire en 2016. Donc ce n'est pas du 10%, c'est de l'infini comme variation. Voilà l'explication. Donc ces sociétés, vous les avez sous les yeux. Il y a pas mal de sociétés du secteur automobile, hein, puisqu'il y a Peugeot, Valeo, Michelin, Renault. Il y a du luxe avec Kering dont on parlait. Il y a aussi des sociétés liées aux produits de base comme Lafarge-Holcim, Saint-Gobain. Puis Bouygues est dans une situation un peu intermédiaire puisque Bouygues c'est des télécoms mais aussi du BTP. Voilà un petit peu pour ces 12 sociétés donc, qui pour nous sont des sociétés vraiment à suivre. Et puis on a aussi regardé les sociétés pour lesquelles la révision des bénéfices par rapport au point bas du mois de juin avait été la plus forte. C'est-à-dire les sociétés pour lesquelles les analystes avaient revu de plus de 5% leurs bénéfices depuis le mois de juin. Alors on trouve parmi ces sociétés beaucoup de financières, hein, puisque les financières ont bien remonté en fin d'année. C'est lié aussi à des révisions positives des analystes.
Il y a Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas qui font partie de ces révisions à la hausse. Il y a Total qui en fait partie également, Technip, donc un secteur pétrolier bien représenté, Solvay dans les produits de base. Et puis il y a aussi 3 sociétés qui figurent dans la liste des 12, qui sont Peugeot, Lafarge-Holcim et Bouygues, donc des sociétés qui ont à la fois eu une attente de bénéfices de plus de 10% sur l'année et une tendance, une dynamique plutôt favorable puisqu'elles ont bénéficié de révisions à la hausse lors du dernier semestre. Excellent, merci beaucoup Rémi. Donc, dans les focus, vous avez parlé aussi de Saint-Gobain et Laurent voulait nous montrer quelque chose sur Saint-Gobain, je crois. Oui, Falco, j'ai retenu cette semaine Saint-Gobain parce qu'effectivement, le titre fait partie d'un secteur qui s'est très bien comporté en 2016 et qui continue de le faire. J'ai presque envie de vous dire que Saint-Gobain ressemble à LVMH d'un point de vue technique sur le court terme parce que regardez, c'est très joli, c'est une très belle tendance, bien ordonnée, c'est régulier. Là aussi, on a tracé une ligne de tendance qui a été testée à plusieurs reprises pour vous montrer la régularité, la linéarité du mouvement. On a également une moyenne mobile à 50 périodes qui est haussière. Et puis surtout, là aussi, regardez, on vient de faire un nouveau sommet. Donc, on a un titre, là aussi, qui se comporte bien, qui est recherché par les investisseurs et qui ne donne pas, pour le moment, de signe de fatigue. Alors, pour la jouer un petit peu tactiquement, on va dire, Saint-Gobain m'intéresse peut-être un petit peu plus bas que sur les cours actuels. Regardez, si on faisait, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Si on assistait à un retour autour de 43,50, 44 euros, c'est-à-dire dans cette zone-là, on se rapprocherait de la moyenne mobile, on se rapprocherait de la ligne de tendance et par conséquent, on serait presque sur une zone optimale pour passer à l'achat. Alors le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est que le marché continue de progresser, qu'on ne retourne jamais sur ces 44 euros. Hein. C'est toujours l'arbitrage qu'il faut faire entre chercher le prix optimal et rentrer dans la tendance. Mais enfin bon, comme on voit là aussi que ça patine un petit peu, et puis comme on a regardé ensemble avant le CAC 40 où on voyait qu'il y avait pour le moment une absence de momentum haussier de très court terme, je ne serais pas étonné de voir le titre consolider un petit peu et si effectivement il revenait sur cette zone à 44 euros, ben, ça serait vraiment intéressant de rentrer sur Saint-Gobain parce que du coup on pourrait bénéficier d'un VAR en call vraiment pas cher, Falco, et c'est toujours ce qu'on cherche hein, sur les marchés, c'est-à-dire payer le prix le plus intéressant, le plus bas possible. Donc voilà, on attend peut-être une petite conso sur Saint-Gobain autour de 44 euros pour acheter un VAR en call de code OW74B. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit du VAR en call sur Saint-Gobain OW74B qui a actuellement un levier de 9,34 qui a une échéance de 16 juin 2017. Donc c'est un investissement de moyen terme, un prix d'exercice de 50 euros et qui a actuellement un prix de vente de 0,22 euros pour un prix de Saint-Gobain de 44,897. Et avec cette analyse et ce produit sur Saint-Gobain, on se tourne vers notre dernière rubrique à ne pas manquer. Bon Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine? Alors, on va commencer par aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas fait figurer dans mon agenda. Il y a Madame Theresa May qui s'exprime dans un quart d'heure maintenant sur le Brexit et les modalités qu'elle devrait appliquer pour faire cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En dehors de ça, aux États-Unis, il y a l'enquête manufacturière de la Fed de New York qui est attendue cet après-midi. Alors, c'est toujours intéressant puisque c'est la première réserve fédérale régionale à donner son enquête manufacturière. Donc ça donne une bonne idée de l'activité économique du dernier mois. Ensuite, nous aurons demain la production industrielle de décembre. Donc c'est toujours dans le même esprit de l'activité économique. Et puis l'inflation de décembre aux États-Unis. Jeudi, ce sera les permis de construire et les mises en chantier de décembre. Et puis bien sûr, au cours d'une semaine très politique, puisque je viens de parler de Theresa May, il y aura l'investiture de Donald Trump vendredi. Du côté des banques centrales,
On a pour la Fed la publication du livre beige de la Fed demain soir. Alors c'est toujours intéressant puisque ça donne le sentiment de la Réserve fédérale sur la conjoncture économique du pays. Élément à suivre. Et puis, Laurent, vous en avez parlé tout à l'heure, jeudi, le Conseil des gouverneurs de la BCE avec M. Mario Draghi qui s'exprimera. Alors, on sera plus attentif au discours et aux réponses aux questions qu'aux annonces, puisqu'a priori, il ne devrait pas y avoir d'annonces majeures, sachant que la BCE a fait des annonces très importantes lors de sa dernière réunion. Mais on sait, avec la publication des minutes de la BCE, qu'il y a eu quelques dissensions au sein de la BCE sur la prolongation et sur les modalités du quantitative easing. Donc, il y aura certainement des questions sur le sujet et on suivra avec une grande attention les réponses de M. Draghi. Et puis dans la zone euro, pas énormément de choses, mais tout de même l'inflation de décembre à suivre. On sait que la crainte de déflation était forte en Europe. Ce sentiment est en train de s'estomper. Donc publication de l'inflation de décembre dans la zone euro et notamment en Allemagne. Falco. Excellent. Et dans les entreprises, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Alors dans les entreprises en France, il commence à y avoir des publications de chiffres d'affaires, donc des sociétés qui dissocient la publication du chiffre d'affaires et celle du résultat. On a eu ce matin Casino et Alstom comme grande valeur. Ce soir, on aura Virbac, une société un peu plus petite. Et puis la journée de jeudi sera active avec notamment Carrefour, qui publie son chiffre d'affaires de l'année 2016, et deux sociétés plus petites mais intéressantes à suivre qui sont Biomérieux et Rémy Cointreau. Et si on passe à l'international, alors là, je vous ai parlé tout à l'heure des publications bancaires, des 3 publications bancaires de la semaine dernière. Le secteur bancaire va continuer avec des annonces importantes. On a Morgan Stanley ce soir, on a Citigroup et Goldman Sachs demain, et American Express jeudi. Parmi les autres sociétés, une technologique importante, IBM, qui publie aussi ce soir. Et puis en fin de semaine, 2 gros poids lourds, Schlumberger dans le domaine pétrolier, puis dans le domaine diversifié industriel, General Electric. Donc à la fin de la semaine, on aura une vision déjà un peu plus précise des résultats américains. Mais il faudra sans doute attendre la semaine suivante où les publications seront nettement plus nombreuses pour avoir une idée vraiment plus claire de ce que sont ces résultats du 4e trimestre aux États-Unis. Excellent, merci beaucoup Rémi. Donc, vous avez parlé Rémi de Trump, de Draghi, de May, de BCE, de Fed. Donc à la fin de l'émission, on va regarder encore avec Laurent l'euro US dollar pour bien finir et se préparer pour cette semaine. Alors on termine avec l'euro-dollar, on a gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi le meilleur? Parce que c'est vraiment compliqué de comprendre ce qui se passe sur l'euro-dollar. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez faire quelque chose sur cette paire de devises, il faut vraiment y allouer une petite partie de votre portefeuille. C'est extrêmement indécis, on ne sait pas trop où est-ce que veut aller l'euro-dollar. On va regarder l'écran ensemble dans une seconde. Mais voilà, c'était en préambule, vous avertir que sur l'euro-dollar, il y a beaucoup de tensions différentes qui s'expriment et on a une paire dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a envie de faire. Alors, d'un point de vue factuel maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, alors là je vais vraiment zoomer parce qu'il faut que vous puissiez bien voir ce dont je vous parle. Voilà, on a ce petit niveau ici de résistance, c'est le dernier sommet dans la baisse. Tant que ce niveau n'est pas franchi, on est dans une tendance baissière. Ceci dit, qu'est-ce qu'on voit également? On voit qu'il y a 4 jours, on a essayé de franchir ce niveau, on n'y est pas arrivé, qu'on a accumulé sous cette résistance et que ce matin, on repart à la hausse. Donc, il me semble que l'euro a envie de continuer ce rebond qu'il a mis en place il y a quelques jours et que ce rebond pourrait l'emmener un petit peu plus haut vers les 1,0850. Alors, je vous rappelle pour la 3e fois durant cette émission que Mario Draghi va parler jeudi. C'est extrêmement important quand on parle de l'euro-dollar de faire attention à l'agenda macroéconomique et notamment quand une banque centrale s'exprime ses capitales. Donc, il peut y avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de bruit sur cette paire de devises d'ici jeudi ou jeudi. Ceci dit, il me semble qu'on a franchi cette moyenne mobile à 50 périodes. On a des opérateurs qui manifestement continuent de payer l'euro et de vendre du dollar. Autrement dit, on devrait aller sur cette zone maintenant vers 1,0850. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est la grande question. On peut reprendre à partir de ce niveau 1,0850 la tendance baissière. Ce serait un excellent point pour shooter l'euro. On n'y est pas encore. Donc vraiment, d'ici la semaine prochaine, une recommandation d'achat. Pas une énorme conviction de ma part pour payer l'euro-dollar, mais enfin on voit bien que ça rebondit, on voit bien que pour le moment il n'y a pas de vendeur, qu'on est en train de franchir la résistance. Donc Falco, on va payer cet euro-dollar et pour le payer, on va acheter un VAR en call de code OS65B.
Bon, merci beaucoup Laurent. Donc c'est le Varenkol euro dollar US 65B qui est actuellement levier de 21,22, qui a une échéance du 16 juin 2017, donc un moyen terme investissement, et un prix d'exercice de 1,10 € pour actuellement un prix de 1,88 € et 1 euro dollar à 1,0663 €. Donc avec cette Varenkol sur euro-dollar, on va finir notre émission aujourd'hui. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci Laurent, merci Rémi d'être avec nous, avec moi dans le studio. Et voilà, rendez-vous dans la semaine prochaine, le 24 janvier, encore ici, 100% marché avec vous. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.